Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur cette demi-finale aller très réussie mardi à l'Emirates Stadium, même si tout reste à faire mercredi prochain au Parc des Princes pour les Parisiens. On a eu un match d'anthologie entre-temps entre l'Inter et le Barça d'un Lamine Yamal qui pour moi a fait son meilleur match en carrière, absolument exceptionnel. Mais la seule des 4 équipes de ces derniers carrés qui partira au match retour avec un avantage, c'est nous. Et la seule qui repart du match aller avec un clean sheet, c'est nous aussi. Et ça, on l'aurait encore moins soupçonné. Bien sûr, merci Didio pour son énorme match encore une fois. Mais on insistera aussi dans cette vidéo sur l'organisation défensive. D'abord, les choix, les ajustements aussi de Luis Enrique par rapport au match d'octobre. C'est vrai que pour préparer cette demi-finale, on avait un brouillon avec cette défaite 2-0 à ce moment-là, même si du côté d'Arsenal, il y avait d'autres hommes, Kai Havertz, Thomas Partey, Calafiori. Des trois, il n'y aura que Thomas Partey au Parc des Princes mercredi prochain. Calafiori, ça devrait être trop juste et Lewis Kelly est vraiment très très bon. On va revenir sur son rôle et bien sûr, individuellement, la compréhension des rôles et des espaces, l'interprétation de ce que demandait le match. Vraiment exceptionnel, une équipe soudée, tout le monde très très connecté. Et on va insister sur tout ça dans cette vidéo. Demain, on reviendra plus sur les aspects individuels, bien sûr, les prestations de tout le monde. Alors, encore une fois, il faut le souligner, ce parcours nous donne une exposition médiatique assez exceptionnelle aux yeux de l'Europe, aux yeux du monde, j'ai envie de dire. Les médias sont tous dithyrambiques. Le Télégraphe, hier en Angleterre, a dit que voilà, on était l'équipe la plus exceptionnelle en Europe depuis très longtemps. Tout le monde s'intéresse à nous, tout le monde est pris de passion, même au niveau du parquage, tu vois, sur les réseaux sociaux. Ils sont tous émerveillés par cet Emirates, éteint complètement au bout de 10 minutes par les supporters parisiens. Aussi eux, alors on sait que il y a un affrontement là. C'est vrai qu'il y a eu un affrontement de culture entre la culture anglaise. Parfois au Parc des Princes, on a tendance à la regretter. C'est vrai que dans certains débriefs, on le dit, chanter tout le temps, c'est notre culture à nous. Mais parfois, essayons de prendre aux Anglais pour pousser l'équipe sur les touches, les corners, les coups francs. Et en fait, voilà, on a eu un peu cette culture anglaise poussée à la caricature, surtout en plus avec Arsenal, qui avait même dans le plan de jeu d'aller chercher ce genre de phase arrêtée, touche, coup franc, machin, ce qui faisait qu'à chaque fois, le stade s'emballait. Dans notre culture, les tifos, mercredi au Parc des Princes, je peux aisément affirmer qu'il sera incroyable. Là, on a eu un vieux bout de tissu avec un espèce de canon. Voilà, donc les Anglais, à l'inverse, qui essayent de s'approprier une culture qui n'est pas la leur et qui font ça un peu n'importe comment. Donc c'est vrai que là-dessus, sur les réseaux sociaux, on a vraiment été mis en avant. Et si on veut parler de quelque chose qui est un peu plus sournois, je dirais, le marché des transferts. On a des joueurs qui font des prestations contre une équipe anglaise en Ligue des Champions. Je crois qu'il n'y a pas meilleur combo, en fait. Exposition en Ligue des Champions, face aux Anglais, qui pourraient donc s'intéresser à nos joueurs dans le futur. Et évidemment, les roast beef, c'est le meilleur moyen de valoriser tes joueurs. Dès qu'ils se positionnent sur un transfert, ça prend 10 à 20 millions de valeur et en général, ça finit dans des sphères qui sont assez grandes. Donc voilà, peut-être que si un jour on a des joueurs qui intéressent, on pourra faire monter les enchères parce que les Anglais nous connaissent. Alors, c'est difficile de jauger parce que de l'autre côté, c'est vrai qu'ils sont toujours fermés sur eux-mêmes. Les Anglais, ils regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Mais ce parcours en Ligue des Champions, je pense, les ouvre vraiment. Parce que, mine de rien, c'est la 4e équipe. J'allais dire 5, mais c'était déjà Arsenal en octobre qu'on avait affronté. Bref, revenons sur le match. Alors, déjà, le tout début, le démarrer avec autant d'intensité, dans un contexte aussi compliqué. C'est vrai qu'Arsenal retrouve les demi-finales de Ligue des Champions depuis je ne sais pas quand. L'ambiance, avant le match, il faut le dire, était quand même assez bonne. Toi, tu sors de ta défaite contre Nice. Eux, ils ont eu une semaine complète pour se préparer. Je crois qu'ils avaient joué, c'était mercredi dernier, leur nul contre Crystal Palace. Donc, ils étaient plus frais. Ces histoires de fraîcheur, perso, j'y crois pas trop. Mais au moins, sur le début du match, je pense que tu peux mettre plus d'intensité de ça quand tu es à domicile. La demi-heure est incroyable. Et hier, quand je vois l'Inter qui mène 1-0 au bout de 30 secondes, magnifique but d'ailleurs de Thuram, qui derrière, avant le 2-0, bon, il y a quand même des situations pour le Barça, tu vois. Nous, on n'a pas tout ça. Alors, c'est vrai qu'il double la mise à la 20e. Nous, on aurait rêvé aussi doubler la mise à un moment du match. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils finissent par craquer derrière l'Inter.
ils subissent. Et pourtant, voilà, c'est vraiment l'équipe italienne par excellence, les hommes d'Inzaghi. Nous, voilà, grosse demi-heure, 35 minutes. Et si on veut aller encore plus loin, la baisse de régime en fin de première mi-temps, on l'impute à quoi? Arsenal qui monte en puissance ou nous qui baissons en régime? Bah, je pense que c'est un peu kiff-kiff entre les deux. Donc voilà, c'est vrai que ce début de match, ces 20 premières minutes, cette première demi-heure, c'est absolument incroyable. C'est des moments en tant que supporter qu'on ne vivra pas avant très longtemps, enfin qu'on vit très peu de fois dans sa vie. Bien sûr, j'ai essayé de nuancer notre temps faible jusqu'à la mi-temps, mais il faut noter que c'est un véritable temps faible. Voilà, on prend des vagues, on n'arrive pas à faire tourner le ballon, à retrouver nos séquences de possession qui font notre style de jeu. Mais de l'autre côté, en deuxième, alors c'est vrai que tu reprends comme tu as fini jusqu'à la 55-60e, et la fin de match, tu as littéralement plus d'énergie qu'Arsenal, mais ça c'était déjà visible contre Aston Villa. Peut-être aussi grâce à un banc un peu plus fourni et des entrées surtout, de vraies entrées qui collent en fait à la physionomie d'un match Ligue des Champions. Ici, je fais référence à Gonzalo Ramos. Juste sur les états de fatigue, machin, la semaine prochaine, je pense que du coup, ce sera un avantage pour nous de commencer dans un Parc des Princes en folie. Moi, je me souviens du retour contre Dortmund l'année dernière, l'ambiance de dingue. On l'a un peu oublié ce match parce que on le perd, on est éliminé et l'équipe n'a pas suivi l'ambiance qu'il y avait dans le stade. J'y étais pas, je parle sur ce qu'on voyait à la télé et surtout ce que beaucoup de gens qui y étaient m'ont dit. Mais vraiment, c'était une des meilleures ambiances ces dernières années, le Parc en demi-finale l'année dernière. Et l'équipe n'a pas suivi sur le terrain. Mercredi, s'ils réussissent à être galvanisés par ce qui se passe, et sur le terrain, voilà, afficher la même confiance que dans un contexte défavorable mardi à l'extérieur, pour Arsenal, ça va être difficile. Surtout que ce week-end, ils jouent Bournemouth, ils ont une deuxième place quand même à conserver, alors que nous, notre première, elle est acquise. Plus de 20 points sur le deuxième. Strasbourg, évidemment, ça se trouve qu'il n'y aura aucun des 11 joueurs qui étaient alignés mardi soir contre Strasbourg samedi. Parce qu'aussi, tu as un banc plutôt fourni des jeunes à voir. Donc c'est vrai que là-dessus, on aura peut-être un peu plus de fraîcheur. Alors, revenons sur la partie défensive du match, notamment en deuxième mi-temps. J'ai trouvé que l'équipe a été très solidaire. En fait, la Ligue des Champions, surtout en demi-finale, plus la compétition avance, en fait, plus ça s'équilibre entre les consignes tactiques, ce que ton entraîneur te demande, le plan de jeu, et la capacité des joueurs à interpréter des situations où ça se joue à rien. Le sauvetage de Neves sur Merino, typiquement en première mi-temps. Tu vois, la capacité à défendre dans ta surface, les centres, les seconds ballons, et tout ça, on l'a fait à merveille. Mais ce match en demi-finale de Ligue des Champions, je ne sais pas si on se rend compte comment c'est incroyable. Alors, déjà, factuellement, les occasions d'Arsenal, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des très très franches. Certaines hors-jeu, ça, bon, on ne le saura jamais parce qu'on n'a pas eu les vérifications en direct, hein, mais peut-être celle de Merino, non, c'est pas Merino, c'est Martinelli, en fin de première mi-temps, peut-être hors-jeu. Le but de Merino qui est hors jeu, mais ça c'est l'organisation du PSG aussi. C'est pas que Arsenal qui sont naïfs, hein. Et je dirais que c'est quasiment que l'organisation du PSG, parce que quand tu vois la terreur qu'ils sont sur coup de pied arrêté, réussir à les foutre hors jeu, c'est quand même très fort. C'est quand même très très fort. Même si de leur côté, je trouve qu'ils sont tombés dans une caricature dans leur jeu à chercher à toujours la faute, et dès que tu as un ballon, essayer de l'envoyer, peu importe où tu es, dans la surface pour essayer de nous foutre le feu, machin. Sur les coups de pied arrêtés, voilà, ça a été difficile pour eux. Je trouve pas qu'ils aient été dangereux plus que ça, vu le nombre en fait. Parce que c'est limite le seul défaut de notre match défensif. Toutes les fautes concédées. Ça, c'est vrai que les Hakimi, les Neves par exemple, ont fait quelques fautes très évitables. Et d'ailleurs, ils prennent un jaune tous les deux. Après, dans le jeu, très difficile pour Arsenal de mettre du rythme. Coupé à la source, notre piège du hors-jeu, au milieu, notre gestion des supériorités numériques, évidemment voulues par Arteta, mais annihilées par le choix de Luis Enrique de faire monter
Hakimi et donc de revenir un peu au 3-2-2-3. Rappelez-vous, ce système qu'on voyait au tout début de l'aventure parisienne. Et surtout par rapport à octobre, grosse adaptation tactique de Luis Enrique. Ça, on le note, hein, on rappelle qu'à son arrivée, c'était un entraîneur dogmatique qui allait nous faire un football stérile, aseptisé parce qu'il resterait borné, machin. Bah là, on est arrivé au paroxysme, en fait. Au paroxysme du Luis Enrique qui s'adapte, qui se remet en question et qui développe des plans de jeu millimétrés sur tous les aspects du jeu. Et c'est absolument incroyable. Développons. En octobre dernier, on s'était fait prendre, hein, alors sur une faute bêtement concédée par Nuno, coup franc, mais aussi le but d'Havertz qui arrive sur un long dégagement de Raya, gardien avec un excellent pied droit d'ailleurs, il est droitier, et ça on l'a vu, parce que dès qu'il s'orientait sur son pied droit, tout de suite Dembélé s'est accéléré d'un seul coup et allait vraiment le harceler plus que lorsqu'il était sur son pied gauche. Donc tu vois les consignes passées par Luis Enrique. Donc Arsenal, évidemment, il joue bon, un peu comme nous, un peu comme Guardiola, hein, Arteta fait partie de cette école, avec le latéral gauche chez eux, qui va venir au milieu. Alors, nous, on pousse le délire à fond, nous, c'est pas le latéral gauche, c'est le latéral droit, puis lui, il est carrément au numéro 9, quoi. Mais eux, voilà, il est milieu. Et c'était Lewis Kelly, mardi soir. En octobre, c'était Calafiori, qui nous avait posé beaucoup de problèmes parce que le PSG au milieu, on fonctionne en marquage individuel. C'est vrai qu'on fait énormément d'individuels. Et si tu amènes un joueur en plus, du coup, dans la zone, tout est brouillé. Tout est brouillé, tu auras un joueur libre et ça va être difficile pour nous de cibler quand monter sur lui, machin. Il va pouvoir recevoir le ballon avec un temps d'avance, se retourner. Et donc là-dessus, Luis Enrique, eh bien, il a dit à Hakimi, tu montes, hein, on l'a vu, hein, ça a d'ailleurs été un peu limite par moment. Mais tu fais ce marquage individuel où tu as Ruiz sur Declan Rice, et ça se passe bien la plupart du temps, à part sur l'occasion où Rice remonte 50 mètres à la base des bases, c'est vrai qu'il passe Ruiz, hein, il passe Fabian Ruiz. Vitinha sur Odegaard, ça il faut le souligner, hein, Vitinha sur Odegaard qui a fait un très mauvais match Odegaard, on l'a pas vu. Donc, responsabilité de Vitinha là-dedans. Neves, du coup, Neves qui montait sur Lewis Kelly, qui était donc le latéral, qui est vraiment très bon. Lui, je l'adore. J'adore son jeu de corps. Mais moi, j'adore ce genre de joueur. C'est pour ça que Barcola aura toujours un petit totem avec moi. Kvaratskhelia aussi. C'est pour ça que je suis complètement amoureux et que je demande la nationalité géorgienne. Parce que j'adore les joueurs qui savent faire des choses avec leurs pieds, mais qui utilisent leur corps à côté. Désiré Doué dans un autre registre. Lewis Kelly et tout ça, c'est vraiment sur les orientations du bassin, les orientations du corps, machin, le jeu de corps. Désiré Doué, c'est parce qu'il est capable de dribbler, mais il est aussi ultra tanké pour résister au duel et foncer dans les adversaires. Donc vraiment tout ça, bon, en gros, j'aime les joueurs complets, quoi. C'est assez simple. Mais les joueurs qui jouent de leur corps, Barcola, la capacité à interpréter les espaces, les appels en profondeur, la capacité à passer l'épaule en premier. Arauro en a fait les frais l'année dernière. Tout ça, c'est vraiment, c'est mon football, quoi. Et c'est vrai que Lewis Kelly, j'ai été très surpris. Et du coup, Hakimi était sur Merino. Hakimi montait sur Merino la plupart du temps. Donc, tu te retrouvais avec une base à 3 défenseurs. Tu étais obligé de l'autre côté de compenser avec un Nuno Mendes qui a retrouvé un rôle très défensif qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Parce que, bon, c'est vrai que sur les autres matchs, tu pouvais te permettre d'avoir Pacho et Marquinhos que tous les deux sur une ligne. Mais là, voilà, on avait quand même Arsenal parce que le fait de faire monter Hakimi au milieu faisait que, offensivement, on était en 1 contre 1 avec Saka, Martinelli et Trossard. Et tu avais un autre problème. Pacho, qui devait suivre Trossard, parce qu'il joue en faux neuf Arsenal. Et donc, voilà, Trossard pouvait redescendre au milieu de terrain. Nuno Mendes, en ce sens, voilà, redescendait très bien. Avec Marquinhos, les deux ont très bien joué le piège du hors-jeu et permettaient à Pacho de suivre le faux neuf d'Arsenal. Tout ça a été vraiment bien travaillé par l'équipe, par le staff et bien interprété par les joueurs aussi. Encore une fois, en Ligue des Champions, c'est pas que le plan de jeu, hein. Et c'est vrai que là-dessus, on a eu une interprétation et un dépassement de soi. Là, je fais référence à Marquinhos sur la capacité à garder le bloc haut. Parce que ça, c'est pareil. On avait des lignes très resserrées, très compactes, mais hautes. On courait très peu vers notre but finalement. Et la plupart du temps, les ailiers étaient hors jeu, les ailiers d'Arsenal. Parce que Nuno et Marquinhos montaient
les mettait donc dans cette position illicite, qui fait que, au-delà que eux soient évidemment éliminés du jeu, bah, le porteur, quand il lève la tête et qu'il les voit aussi loin, il se dit, bah, mince, j'hésite. Est-ce que je lui envoie au risque que ma passe soit annulée? Parce que il m'a l'air hors jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, tout ça, bien aidé par la formidable capacité à mettre la pression sur le porteur sur les premières relances, que ce soit Raya, les défenseurs, tout ça grâce à nos ailiers, Kvaratskhelia, Dembélé aussi. Dembélé, incroyable travail au pressing. Mais tout ça, c'est difficile à voir. Ceux qui vont au parc mercredi, prêtez attention à cela. Parce que à la télé, là, encore une fois, la réalisation pitoyable, mais vraiment pitoyable, lamentable. À chaque fois, les plans larges sur Arteta qui harangue la foule pour qu'au final, 30 secondes après, on soit dans une ambiance de cathédrale. Les plans larges sur les joueurs aussi. Et au final, en fait, t'as un plan jeu, on va te foutre la grosse tête d'Arteta sur ton écran, et après, remettre le jeu avec entre-temps un changement de possession. Et tu sais pas ce qui s'est passé. Mais ça, c'est arrivé 2 ou 3 fois mardi soir. Donc c'est vrai que c'était particulièrement cataclysmique. Alors après, je sais pas si c'est décuplé par le fait que ce match était particulièrement tactique. Il y avait 1000 choses à voir sur le match. Il y a peut-être de ça aussi. Peut-être que la réalisation, en fait, elle est toujours aussi nulle. Mais là, on le voit encore plus parce que bah, tu as 2 équipes où tu as vraiment besoin de voir large. Hein, parce que Arsenal, ils mettent de la densité dans l'axe. Mais sur les côtés, évidemment, le 1 contre 1 pour les ailiers. Alors ensuite, revenons sur le côté mental. Le côté mental de cette équipe, ce qu'elle dégage, c'est fou. La confiance en soi, je n'abdique jamais, je suis sûr de moi. Et c'est un vrai paradoxe. Parce que mentalement, c'est le meilleur PSG QSI. Et c'est super bizarre que ce soit celui-là qu'il soit, plutôt que les autres. Celui de Zlatan, l'ultra-arrogance, celui des gloires à la passée Ramos, Pepsi, Neymar et tout ça. Mais c'était caca-culotte à cette époque. Là, le PSG sûr de soi, machin, c'est le PSG d'Ousmane Dembélé, quoi. Qui l'aurait pensé il y a 3 ans? Et même au mois d'octobre. C'est le PSG de Vitinha, le PSG de Neves, 20 ans. Désiré Doué, 19. Incroyable, incroyable, vraiment. Et surtout, en comparaison avec Arsenal. En comparaison avec Arsenal, parce que on l'a souvent dit, Arteta, voilà, faut laisser du temps, comme Arteta à Arsenal, lui laisser la clé pour la construction de l'effectif, qu'il ait la main sur le mercato, notre entraîneur, machin. Au final, on se rend compte aujourd'hui qu'Arsenal ont un projet beaucoup plus ancien, mais sur le terrain, l'équipe la plus mature mardi, c'était nous. Enfin, je dis nous comme si j'étais sur la photo et sur le terrain, mais enfin, c'était le PSG, quoi. Et j'ai encore plus apprécié l'humilité après le match. Déjà, les fêtes très sobres avec les supporters, les discours tenus par Luis Enrique, par les joueurs, Vitinha le premier, j'ai bien apprécié son intervention, et surtout tout ça, des notes complets avec Arsenal. Alors, ils sont dans une situation compliquée, parce qu'ils ont un but à remonter, donc ils doivent se galvaniser, ils doivent se convaincre qu'ils sont capables de le faire. Donc c'est vrai que tout ça conditionne un peu leur prise de position. Mais Raya qui nous dit qu'ils ont ultra dominé, Arteta qui arrive et qui nous dit, le PSG, j'espère qu'ils se disent chanceux de ne pas avoir pris 2 ou 3 buts. Mais il a marché sur la tête. Mais c'est comme Unai Emery après le match aller au parc qui nous dit, non, le 3e but, oh, il change rien du tout, le 3e but de Nuno. Ah bah ouais, on l'a vu au retour. C'est lui qui nous qualifie, ce but. Qui nous laisse l'avantage tout le temps sur la 2e mi-temps à Villa Park. Non mais exceptionnel, les mecs, ils marchent sur la tête, quoi. Surtout qu'en plus, ils étaient déjà arrogants en avant-match. Hein. L'ultra communication avec les supporters, machin. Ils se positionnent en favoris. Bref, une soirée un peu à oublier pour eux. Et pourtant c'était quand même très très attendu. Hein. Alors je sais pas si on peut parler du match de la saison parce que les Anglais, en général, la Première Ligue est plus importante que la Champions. Mais enfin, c'est assez exceptionnel comment la soirée s'est mal goupillée pour eux, quoi. Très rapidement, le 1-0 et derrière, alors, en expected goals, il y a 1,65 pour eux et 1,14 pour nous. Mais dans les 1,65, il y a 0,83, c'est l'espèce de centre fuyant avec Martinelli à la 40e, d'accord, qui fait un espèce de geste acrobatique qui est loupé d'ailleurs, parce que compliqué. Je vois pas comment ce truc
peut valoir 0,8 XG. Mais vraiment, ça, quand je suis allé sur Footmob, j'ai pété mon crâne. Mais c'est bien réel. C'est bien réel. Pour une demi-finale de Ligue des Champions, on a très peu encaissé. Et vous me direz peut-être de l'autre côté, on sait, à partir, enfin, mais même sur les occasions franches, c'est amplement mérité, quoi. Il y a la frappe de Doué aussi, bien repoussée par Raya en première mi-temps. Celle-là, faut pas l'oublier. Le retour de Saliba sur Hakimi en seconde, c'est incroyable. Ça, c'est une occasion franche. Hein. Ça, c'est une occasion nette. Hein. Et en fin de match, bon, le gros pointard de Ramos, les occasions de Barcola. Je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant. Alors, pour revenir sur Arteta, son ajustement à la 20e minute où il dit à ses défenseurs centraux de suivre Dembélé quoi qu'il arrive au milieu, donc ça, évidemment, ça nous fait mal. Ça annule un petit peu notre début de match. Mais sinon, dans le jeu, mais que c'était compliqué pour son équipe de se créer des occasions, de changer de rythme, faire des renversements. Et c'est marrant parce que j'étais en vacances avec un ami qui se reconnaîtra quand il regardera cette vidéo la semaine dernière et on discutait du foot amateur. Et il me disait, et on parlait des postes les plus importants aujourd'hui, enfin le poste le plus difficile dans le foot. Alors, pour nous, c'était une évidence que c'est le gardien, mais sur les joueurs de champ, le poste le plus difficile. Alors, on a eu un petit débat entre le numéro 9, c'est vraiment très très ingrat, et on a un peu inversé le débat, où on s'est dit, aujourd'hui, une équipe sans ailier, dynamiteur, et vraiment, explosif avec rapidité et qui est capable de passer des joueurs en 1 contre 1, cette équipe, elle va nulle part. Et je trouve que ça, c'est assez vrai. Je trouve que, là-dessus, c'est lui qui me l'a dit, c'est pas moi. Donc, je prétends pas avoir la science infuse. Et j'ai trouvé ça assez vrai, dans le sens où c'est trop important d'avoir ce genre d'ailier. Et c'est le constat qu'on faisait il y a 3 ans du PSG. Rappelez-vous, quand on avait les Di Maria, Messi et tout ça, où je disais, bon, au-delà d'Mbappé, il faut recruter des mecs qui ont du punch, quoi. Et aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, on les a, ces ailiers. Et de tous nos joueurs, les gens sont en extase devant notre milieu, mais aussi devant nos ailiers. Moi, j'ai vu plein de réels Instagram passer. Oh là là, que c'est rafraîchissant de voir Kvaratskhelia, Doué, Dembélé dans un monde de d'ailiers robotiques. Mais c'est vrai. Et ça, on peut l'appliquer à Arsenal. Il faut absolument qu'ils recrutent des mecs qui ont du punch, quoi, qui sont capables d'aller chercher le 1 contre 1, quoi. Parce que dans ce genre de circuit, le but, c'est d'avoir ton ailier qui se retrouve en 1 contre 1. Et là, il va aller faire la différence en 1 contre 1. Si tu le mets en infériorité numérique, il va rien faire à 2. À part si c'est Kvara sur l'action du penalty. Mais Kvara, c'est même 3 joueurs qui passent. Exceptionnel. Mais voilà, le but, c'est de foutre ton ailier sur le côté en 1 contre 1. D'attirer l'adversaire pour ensuite libérer des espaces et que ton ailier aille faire la différence tout seul. Ça, c'est vrai qu'Arsenal, c'est quand même un peu compliqué, hein, déficit de vitesse, techniquement et tout ça. Ça, c'est sûr qu'athlétiquement, ils sont très dotés. Ça, pas le moindre doute. Ils sont très forts. Au milieu, ils te mettent l'impact et tout ça. Voilà. Après, Arteta aussi pas aidé par son banc. Pas aidé par son banc parce que c'est vrai qu'il fait un changement poste pour poste. Ensuite, il fait rentrer un jeune parce que le capitaine veut sortir. C'est un peu compliqué pour lui par rapport à nous. Mais la construction de l'effectif, bon, il est là depuis longtemps et il a la main un peu, hein, sur le mercato Arteta à Arsenal en fait. Hein. C'est vrai que là-dessus, pas aidé, mais aussi une part de responsabilité. Bref. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement, on a été très long sur les aspects collectifs. On se retrouve demain pour les aspects individuels. Hein. On va revenir sur, évidemment, toutes les prestations de tout le monde. Allez, c'est parti. On se dit à demain, les amis. De toute façon, en fait, je vais enchaîner la vidéo là, en fait, 2 secondes après. Donc, vous verrez ma même gueule avec le même t-shirt demain, parce que j'enregistre tout d'un coup. Bonne soirée. Ciao, les amis. Prenez soin.